personne lambda ou scientifique, on a énormément de mal à avoir une idée précise pour évaluer l'information. Alors, je mets nos intervenants, Didier Mignon-Bebada, qui est universitaire de formation, à la fois philosophe et docteur en sciences politiques, qui est très engagé au niveau associatif, en particulier au niveau du think tank Africa 21 en France, dont le président. Ces problématiques d'intérêt sont donc à la fois la mondialisation, les problématiques de développement, mais également celui des fake news. Et je vous présente également donc Thierry Fischer, qui est journaliste indépendant, qui a été pendant près de 30 ans journaliste au sein de la RTS, Radio-Télévision Suisse, jusqu'à sa retraite en 2018. Il a été producteur et présentateur durant près de 6 ans de l'émission radio Médialogue, diffusée sur la première. Alors, Didier, Thierry, je vous laisse la parole. Peut-être pour commencer, est-ce que vous voudriez revenir sur les questions lexicologiques définitionnelles, parce qu'entre fake news, intox, on a un peu du mal à s'y retrouver, donc peut-être je vous laisse la parole là-dessus pour commencer. Didier. Normalement, je pense qu'il revenait à Thierry d'avoir la primeur sur cette lexicologie et à la fois une forme de typologie, mais je vais dire quelques mots et je suis persuadé qu'il va nous éclairer davantage puisque c'est quand même lui le professionnel en matière d'information, à la fois élaboration, diffusion et donc participation, je dirais tout de suite, à une forme de création d'opinion, à la fois sur les faits et en matière de commentaires des faits. D'abord, il y a un gros problème de reconnaissance et de définition sur cette notion-là, sachant que avec le mot, disons, je ne sais pas si c'est du franglais ou en tout cas l'anglicisme fake news qu'on emploie abondamment actuellement et certains le traduisent par fausse information. Je ne sais pas si cette traduction-là est juste, mais moi je lis ça tout de suite historiquement en termes d'expression liées aux faits et aux événements, tout ce qu'on a pu connaître en matière de rumeurs, voire de mythes, de légendes, de demi-informations ou en fonction à la fois de l'émetteur, de ceux qui reçoivent l'information qui est divulguée et aussi d'une certaine manière, disons, les supports de transmission. Donc, ce qu'on constate aujourd'hui sur ces différentes notions-là, c'est que quand on parle de fausses informations, c'est qu'il y a il y a non-correspondance entre les éléments qui sont apportés dans le débat public et la vérification qui permet de noter une certaine forme de distorsion avec les faits réels. Donc, moi, je n'ai pas, je dirais pas qu'il y a nécessairement une classification nette sur cette notion-là aujourd'hui, mais je sais que dans l'opinion, de façon invariante, on peut parler à la fois de rumeurs, soit de demi-informations, de fausses informations, etc. Je ne sais pas ce que Thierry en pense, mais c'est ce qui, d'une première prise de parole, je voudrais dire, sachant qu'après, je ferai la différenciation quand même dans le milieu de la recherche, le milieu universitaire, avec la difficulté à confirmer des sources documentaires qui sont utiles à la fois pour les étudiants, les chercheurs et en même temps la création scientifique en tant que telle. Merci. Alors, effectivement, le mot fake news, c'est un terme un peu fourre-tout. Et il faut bien avoir à l'esprit qu'en fait, il a pris cette dénomination, ça recouvre une réalité, mais en fait, une réalité qui a toujours existé. Et puis, si les fake news aujourd'hui
alerte bien davantage qu'hier. Ce qui a changé, c'est évidemment le fait que de consommateurs d'informations, n'importe quel citoyen dispose aujourd'hui d'outils qu'il sait manipuler pour fabriquer de l'information. Donc le consommateur, il n'est plus seulement le récepteur, il fabrique aussi des infos. C'est tellement décuplé avec Internet, évidemment, que tout d'un coup, on s'est aperçu que ce qui existait autrefois qu'on appelait propagande, manipulation de l'opinion, qui a toujours existé, hein, eh bien, ça prend une ampleur inédite dans l'histoire de la fabrication de l'information. Et surtout, ceux qui fabriquent, évidemment, il y a des tas de gens qui, d'abord, par drôlerie, ont fabriqué des fausses informations. Et puis, évidemment, les divers groupes de pression, d'opinion, de tendances diverses, religieuses, sociales, etc., eh bien, ont fabriqué de manière professionnelle des informations tendancieuses allant jusqu'à fabriquer de la fausse information pour induire le public en erreur. Alors évidemment, c'est contemporain. Pourquoi? Parce que l'énergie qu'il faut fournir aujourd'hui pour discerner une bonne information d'une mauvaise, ça devient un véritable boulot qui est dévolu finalement à celui qui consomme l'information. Alors, la question, ce n'est pas tant de savoir s'il y a des informations qui sont vraies puis des informations qui sont fausses, c'est surtout d'apprendre, parce qu'elles sont beaucoup plus nombreuses aujourd'hui qu'hier, d'apprendre à discerner le faux du crédible. Hein, et ce n'est pas parce que c'est crédible que c'est forcément exact, mais au moins on a des repères pour naviguer correctement. Alors on va pouvoir parler de ces repères aujourd'hui. Mais la fausse information, le plus gros producteur de fausses informations aujourd'hui, c'est Trump. Hein. C'est délirant. Le nombre de ces mensonges, je crois aujourd'hui, il est à New York Times. Mais ça pose un problème parce que quand un chef d'État de cette puissance-là, quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir de cet individu, eh bien, finalement, le citoyen lambda qui ne passe pas forcément son temps à décortiquer les infos, les contenus des médias divers et variés, il est submergé. Trump, il dit juste ou il dit vrai? Il dit des tas de mensonges, mais d'un autre côté, c'est quand même lui qui proteste concernant la gestion de la crise sanitaire et finalement du caractère un peu olé olé de cette gestion par l'OMS. Et finalement, tout le monde dit, ouais, effectivement, cette OMS, enfin, en résumé, il y a quand même 2-3 pantouflards, c'est quand même un petit peu miné par l'administration et le pouvoir chinois, ça serait bien qu'on se réveille. Eh bien, Trump, il n'a pas dit tout faux, peut-être qu'il a raison un petit peu, même s'il a dit 3000 mensonges. Enfin bref, tout ça pour dire que ça devient presque, il faudrait du reste, une éducation aux médias. Et voilà pourquoi c'est important. Et pourquoi c'est important aujourd'hui à l'égard du corona? Ça commence déjà aujourd'hui, la guerre des influences et des rayonnements pour une crédibilité sanitaire a commencé à travers le monde, à travers la recherche. On va être, dans les semaines qui viennent, submergé de messages plus ou moins crédibles, plus ou moins mensongers concernant la fabrique de médicaments ou de vaccins, puisque les pharma vont se livrer à une guerre d'une férocité inouïe. Et voilà, je n'ai pas de boule de cristal, mais c'est quand même gros comme une maison. Donc, il va falloir dire, oui, toujours avoir à l'esprit que on va assister à une guerre d'influence pour dire, et la Chine vient de commencer, j'ai lu ça aujourd'hui, comme quoi un laboratoire chinois aurait découvert déjà un vaccin. Ouais. Tout ça, c'est de la propagande puisqu'un vaccin ne peut pas se fabriquer, c'est biologique, la recherche l'a démontré 1000 fois, un vaccin, c'est une douzaine de mois. Voilà, c'est le calibrage. Si c'est 8, tant mieux, mais ça sera plutôt 15. Donc, et on verra ce que parvient à faire la recherche, à limiter des dégâts, mais pas trouver un vaccin. Mais déjà, on voit qu'il y a une guerre d'influence. Enfin voilà, bref, fake news, ce n'est pas tout à fait nouveau. Ce qui est nouveau,
c'est l'ampleur du phénomène. Alors, dans cette période justement de crise sanitaire avec le Covid-19, pourquoi est-ce qu'on assiste à une telle émergence des fake news? Vous avez déjà commencé, Thierry, à y répondre un petit peu. Didier, peut-être? Oui, en fait, je voudrais faire une analogie avec une problématique qu'on évoque souvent et sur différents faits, hein, mais je vais évoquer juste le phénomène de la mondialisation. En fait, il arrive régulièrement qu'on demande si la mondialisation est nouvelle ou pas. Je crois que le questionnement qui a rapport à l'explosion ou pas des fake news a le même processus. C'est-à-dire que si on regarde un peu l'histoire de façon plus lointaine, mais je pense que les rumeurs avaient cours énormément dans les cours royales, si je peux faire une allitération. En fait, et même il arrive encore que les souverains lancent des rumeurs pour voir la réaction des populations, etc. Et, et par analogie, en fait, on peut dire que la mondialisation, par exemple, si on prend le principe des échanges, les échanges ont toujours existé. Mais ce qui aujourd'hui fait qu'on parle de la nouveauté de la mondialisation contemporaine, c'est la densité des flux. Et je pense que la problématique de l'information suit ce même processus-là. Tout est question de densité. Et donc, le mot, quand on parlait dans le titre de cet échange, on parle notamment d'explosion. Cette explosion est liée à la densification des flux. Et donc, le progrès technologique apporte son lot d'éléments adjuvants à cette problématique-là. Et on peut dire d'une certaine façon, quand on parle des autoroutes de l'information ou des NTIC aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a une forme de démocratisation de ces moyens-là. Et donc, dans ce flot, il est difficile de déceler facilement tout ce qui est de l'ordre de la crédibilité, de la fausseté. Et moi, je pense que le plus dangereux quand même, c'est tout ce qui concerne la demi-mesure. C'est-à-dire, il vaut mieux ne pas savoir du tout que de savoir un peu. Et tout à l'heure, Thierry parlait, par exemple, du fait que Donald Trump mette à l'index la Chine. C'est parce que justement, les États-Unis, à un moment donné, je crois que c'était en 2018, si je ne m'abuse, avaient déjà émis des critiques à l'encontre de la Chine par rapport à la sécurisation de ce fameux laboratoire P4 qui se trouve à Wuhan. Donc, il y a quand même un élément factuel qui permet de grossir le trait jusqu'à ce que un président qui a profusion de mensonges ou de fausses informations puisse se targuer d'avoir un élément factuel qui lui permet de dire que la Chine a fait ceci ou cela. Donc, moi, je crois que la problématique de l'explosion touche au fait qu'on est dans une nouvelle phase de l'évolution des sociétés, à la fois du point de vue technologique, mais du point de vue aussi sociétal. Et donc, la mondialisation a aidé. On parle beaucoup d'effet papillon, le fait que les informations aujourd'hui circulent beaucoup plus facilement. Ce qui se passe aujourd'hui à New York peut être entendu au fin fond du Cameroun, tous ceux qui y vont souvent, et vice-versa. C'est-à-dire que les éléments communicationnels sont tellement importants qu'on a de quoi s'informer avec le risque qu'on soit envahi aussi par tout ce qui peut nous duper. Alors pour revenir sur ce que tu disais à l'instant, Didier, quels sont les impacts à tout niveau de ces fake news, aussi bien sociétaux, politiques, que même éventuellement économiques? Honnêtement, j'avais réfléchi à la question bien avant qu'il y ait cette rencontre-là. Et parce que avec certains d'entre vous et d'autres personnes que j'ai dans mon réseau, on évoquait la problématique précise, par exemple, de la vaccination en Afrique. Et ce qui s'est passé ces dernières années ne milite pas nécessairement en faveur d'une acceptation entière et nette de la vaccination, tout simplement parce qu'à des moments donnés, on a constaté que
à la fois les populations, mais les dirigeants eux-mêmes n'avaient pas le discours de vérité qui permet qu'on fasse la distinction entre ce qui relève essentiellement je sais pas, de l'intoxication informationnelle ou d'une certaine méfiance qu'on peut avoir par rapport à ce dispositif-là. Pour être clair, je ne sais pas si chacun se rappelle l'épisode, par exemple, des infirmières bulgares en Libye. Et même ceux qui n'ont pas la culture politique ou des relations internationales, comme ça fait parmi vous, ont appris cette affaire-là. Et jusqu'à aujourd'hui, la majorité de la population africaine qui a eu vent de cette histoire ne connaît pas le fin mot de l'histoire. Mais toujours est-il qu'il a circulé l'idée que, justement, le sida avait été inoculé à des enfants par le biais des vaccins, tout ça. Si, après ça, les autorités de ces pays sont incapables d'apporter des éléments tangibles pour infirmer, confirmer, battre en brèche ces idées-là, vous comprendrez que par la suite, toute opération, même si elle est bénéfique pour la population en matière de vaccination, par exemple, ou de traitement de telle ou telle maladie, toute opération va susciter de la méfiance, voire du rejet. Et on a commencé à voir ce mécanisme-là se mettre en place déjà. Et évidemment, la parole, disons, du professeur, j'ai oublié son nom, celui qui parlait des tests qu'on pouvait faire en Afrique et qui avait pris un ton badin. Ça n'a pas aidé et vous avez vu, pour ceux qui suivent un peu les réseaux sociaux, tout ce qui s'est produit après. Et je ne suis pas sûr que si on va dans le sens d'une trouvaille de vaccins et d'un traitement qu'on pourrait appliquer dans un pays en Afrique, que cela soit bien reçu. Thierry, une réaction par rapport à ces propos? Oui, ce qu'on pourrait dire, c'est que la première des conséquences de la prolifération des fake news, en raison de l'explosion des fabricants d'informations que finalement aujourd'hui nous sommes tous, ça a été, c'est de polluer énormément dans des dimensions inédites les informations crédibles. Alors, tout domaine confondu, parce que non seulement… Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en raison de la vitesse de l'ampleur qu'a pris cette réalité, une poignée d'années, hein, il y a 15 ans, 10-15 ans, on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui, ce n'était pas un phénomène énorme. Aujourd'hui, c'est une vraie inquiétude pour tout le monde, hein, pour les institutions, pour les citoyens, pour tous les observateurs, et en passant pour les journalistes qui ont payé très cher cette explosion-là. Donc, comme ça a été rapide et que la prise de conscience des institutions, des autorités, n'a pas été, il n'y a pas eu de contre-feu éducatif pour dire, mais si chaque individu doit avoir la responsabilité de son propre discernement pour pouvoir gérer ce flot d'informations, pour être capable de trier avec des critères précis, avec des repères précis, eh bien, il faut l'enseigner parce qu'il s'agit bien du débat public, donc au final du fonctionnement de la société, donc de la démocratie, l'outil de discerner pour chacun de ce qui est crédible, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est juste et de ce qui est faux tout simplement, ce qui est de l'ordre de la bêtise ou ce qui est de la propagande. On peut aussi dire, bah tiens, mais il faut pouvoir identifier la propagande pour qu'on puisse l'évaluer comme telle. Mais là, aujourd'hui, finalement, beaucoup de gens sont désemparés. Les journaux et les médias n'ont pas le monopole de la bonne information, et de loin. Donc, ils sont des repères crédibles parce qu'ils ont des méthodes de travail qui sont crédibles, mais forcément, le consommateur est curieux, donc il va avoir d'autres informations, mais malheureusement, on n'offre pas, et je pense en particulier aux jeunes qui sont noyés dans ces infos et qui ne disposent pas des outils, on ne leur fabrique pas, on ne leur enseigne pas
à lire et discerner l'information. Et ça, c'est une grave conséquence, a fortiori, probablement dans un continent comme l'Afrique, qui n'est pas particulièrement avantagé par les systèmes éducatifs. Alors évidemment, ça laisse la porte ouverte à tous les bonimenteurs. Et forcément, on en a mille démonstrations à travers les événements ou les informations qu'on peut lire, mais ce sont les extrêmes, ce sont les bonimenteurs, ce sont, voilà, on est à l'extrême des échiquiers de la pensée, c'est les radicaux, les comploteurs, c'est ceux qui revendiquent une part de vérité parce que le public est un peu comme ça, il aime bien quand c'est noir ou quand c'est blanc. Or, la bonne information, elle n'est jamais noir ou blanc. Il y a des nuances, il faut l'évaluer. C'est jamais tout aussi catégorique et malheureusement, la faute à l'éducation, eh bien, c'est de priver les gens d'outils pour lire correctement et pour évaluer correctement et comprendre au final de manière pertinente leur environnement, qu'il soit social, religieux, économique, politique, pour que ce soit des citoyens capables de discernement et d'engagement civique. Je peux juste ajouter 2 mots pour précision. En fait, si je fais le lien avec ce que Thierry vient de dire, il y a 2 choses qui, de mon point de vue, relèvent des impacts qu'on peut avoir tout de suite en matière d'explosion des fausses informations. L'accroissement de la défiance par rapport aux politiques. Et cela n'est sûrement pas l'apanage de l'Afrique. Dans la gestion de la crise du Covid en France, par exemple, ils ont fait quelques sondages. On a vu comment entre l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France, comment c'est en France que les citoyens croient moins à la capacité du gouvernement à gérer cette crise-là. Et je suis persuadé que si on faisait la même chose dans un certain nombre de pays en Afrique, il y aurait encore moins de défiance par rapport à la France. C'est peut-être spécifique à la France, pays pessimiste, s'il en est un, parce que cela recoupe par rapport et pas mal d'informations qu'on a depuis des années. Mais toujours est-il que cela accroît la défiance. Et la deuxième chose, ça ruine encore plus la démocratie. Et ce n'est pas un gadget quand même, la démocratie. Ce n'est pas juste du formalisme, des élections répétées. C'est aussi un certain état d'esprit dans la population. Comment les citoyens ont ou n'ont pas confiance en leurs représentants. Et d'une certaine manière, cette démocratie-là irrigue toutes les sphères de la société, la science, l'économie, le sociétal, etc. Donc, sur ces notamment, 2 notions-là, la défiance et la crise démocratique, on a beaucoup d'enjeux qui sont liés à l'explosion des fausses informations. D'accord. Alors, question de l'éducation, effectivement, aux médias. On sent bien qu'il y a un attrait pour les fake news, au-delà de la capacité de discernement ou pas. Parfois, il y a un goût, justement, pour ces informations qui semblent un peu extrêmes. Dans ce contexte-là, à votre sens, comment justement restaurer ou en tout cas stimuler le sens critique et favoriser justement la recherche pour les plus jeunes en particulier d'informations qui sont fiables? En gros, comment naviguer dans ce contexte-là au niveau de l'information? Bon, ça passe essentiellement, de mon point de vue, par l'éducation. Évidemment, l'idéal serait qu'à l'école déjà, on apprenne à discerner ce qu'est une information, ce qu'est une publicité, ce qu'est une propagande, de savoir faire la différence. Et puis, en plus, moi, je suis assez pessimiste à l'égard de cette évolution-là. Les outils numériques atteignent une telle performance, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à… Ça s'est fait et ça devient de plus en plus efficace, par exemple, à prendre un homme politique, à mettre une image et à le faire parler tel qu'on veut lui imposer ce qu'il a à dire. Donc, c'est nous qui… Et le traitement d'image, le traitement de la vidéo est d'une telle performance que le personnage arrive à articuler les mots qu'on lui impose. Mais
vous imaginez le travail qu'il va falloir ensuite pour nettoyer tout ça, si on ne passe pas par l'éducation et des explications. Ça va devenir vraiment très compliqué de rendre, comme le disait Didier, les institutions crédibles, les hommes politiques crédibles, les débats d'idées crédibles. Maintenant, les réseaux sociaux peuvent dynamiter une initiative politique, aussi louable soit-elle, tellement ça fait des ravages et c'est vraiment c'est le grand préau des imbéciles, ces réseaux sociaux, quoi. C'est eux les gagnants, c'est la prime à la sottise, à la violence, à l'extrémisme. Et moi, j'y vois pas d'un très bon œil tout ça. Donc, comment faire? À part introduire à l'école des cours et faire en sorte que la société réalise qu'il y va de la santé de la société sur la durée, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Oui, Je t'en prie. une minute. Et, juste pour peut-être tempérer un peu ce qu'a dit Thierry sur les réseaux sociaux. Je comprends son pessimisme et il y a un débat récurrent qu'on a souvent sur les bienfaits des réseaux sociaux ou pas. Et ce sont des outils. Et je pense que, avant tout, l'essentiel repose sur l'éducation des citoyens. Et les réseaux sociaux permettent aussi de révéler des faits que les puissants du monde voudraient bien cacher. Il arrive régulièrement qu'on trouve, ou bien même dans la vie quotidienne, il arrive, et vous connaissez, pour ceux qui se sont intéressés à l'actualité de la France ces temps-ci, tout ce qui s'est passé autour des Gilets jaunes. Il y a plein de faits qui ont été révélés par les réseaux sociaux, sinon aucun journal, entre guillemets, officiel n'en aurait parlé. Donc, moi, je pense que si on doit grossir, on doit proposer des solutions à grands traits. D'abord, l'éthique des politiques ou du politique, avant tout, puisque c'est eux qui sont censés délivrer la parole officielle. La responsabilisation des professionnels de l'information. Il ne faut pas oublier quand même qu'une information, c'est un fait et des analyses ou des commentaires. Et en général, le citoyen lambda, il ne maîtrise pas les lignes éditoriales, les différenciations idéologiques et tout ça. Donc, il y a une responsabilité des professionnels de l'information. Et la troisième chose, évidemment, c'est l'éducation citoyenne. Et en ce qui concerne spécialement l'Afrique, moi, je suis un militant de ce que beaucoup appellent l'éducation populaire. Et cela dépasse largement les institutions habituelles d'instruction à l'école, etc. C'est vraiment l'éducation populaire. Et après, je ne veux pas détailler ici les mécanismes qui pourraient permettre d'aller dans ce sens-là, mais j'y crois fortement. Voilà. Ok, je propose éventuellement qu'on ouvre les questions, si vous avez des remarques et des observations à faire. Qui se lance? C'est Deogracia Chikuru, la République démocratique du Congo. J'apprécie beaucoup les débats. Bonjour. Moi, la même question se pose ici par rapport aux réseaux sociaux et même le débat aussi par rapport à la liberté d'information. Parce qu'il faut revenir un petit peu en arrière. Il y a peu, au niveau de la ville de Bukavu, en République démocratique du Congo, il y a un certain moment, le gouvernement qui a dit que les médias ou les réseaux sociaux n'ont plus le droit, et donc les responsables du groupe WhatsApp, de publier des informations en rapport avec COVID-19 sans l'autorisation, sans l'aval. Et donc, chaque information devrait être d'abord censurée par le gouvernement provincial avant leur publication. Parce que pour le gouvernement provincial, les publications multiples sans contrôle contribuent à ce que les gens puissent prendre la question de COVID-19 à la légère et finalement, c'est une banalisation. La deuxième chose, c'est par rapport toujours à ces réseaux sociaux. C'est vrai, ces réseaux sociaux ont l'air bien faits, mais à un certain moment, on a compris que chacun, celui qui veut, peut balancer n'importe quelle information sans contrôler la source et ça posait beaucoup de problèmes.
Et finalement, il y a la question entre le droit à la liberté d'expression, publier tout ce qu'on veut. Il y a même le débat avec le juriste. On se dit comment vous allez publier des choses dont vous n'avez pas la véracité. Et c'est tout un débat qui est en République démocratique du Congo, spécialement dans la province du Sud Kivu, dans la ville de Bukavu. Thierry, Didier? Thierry d'abord, je vais juste parler. Oui, je crois que ce que je pourrais rajouter par rapport aux réseaux sociaux et pourquoi je considère qu'ils sont, bien qu'ils rendent beaucoup de services, c'est juste, mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Bien entendu qu'il y a des choses formidables avec les réseaux sociaux. Mais il y a quand même un gros problème concernant le traitement de l'information, avec des conséquences qui ont été tragiques pour les journaux. C'est que les individus qui s'expriment sur les réseaux sociaux n'ont pas les codes de pratique et de conduite éthique qui sont imposés aux journalistes professionnels. Un journaliste professionnel, on dit, voilà, ils sont libres, liberté d'expression et tout. Mais en fait, ce n'est pas si vrai. Les journalistes sont astreints à une ligne rédactionnelle, à des codes de conduite professionnelle qui appartiennent à leur corporation. C'est assez précis, c'est même lourd, c'est même enquiquinant quand on travaille tous les jours. Il y a un code de bienfacture, si on veut le dire de manière générique. Code qui n'est absolument pas respecté, c'est le no man's land du savoir-faire, la fabrication de l'information sur les réseaux sociaux. Donc déjà, dans la fabrication de l'information, ce n'est pas à part égale. Et pour le dire sous forme d'anecdote, vous achetez un œuf aujourd'hui à l'épicerie, vous avez sur chaque œuf, vous avez un tampon de son origine, vous avez un label concernant son degré de fabrication, s'il est bio, s'il n'est pas bio, on sait d'où il vient, on connaît le paysan et tout. Sur les informations, il n'y a aucun label de qualité. Il n'y a rien. La société, les institutions, enfin, peu importe, on ne juge pas utile de créer une sorte de label, de créer de protéger le métier de journaliste. Les journalistes n'ont pas le monopole de la fabrication, mais vous n'avez pas un label protégé pour dire ça, c'est vérifié, ça répond à un certain nombre de critères professionnels qui ont été validés. Voilà. Et là, quelle a été la conséquence de ça? Ça a été quand même des faillites de journaux, beaucoup de gens licenciés, et évidemment, aujourd'hui, ce foisonnement d'informations. Alors, bien sûr, le foisonnement de l'information, on peut bénir cette réalité, mais il ne faut pas être angélique. D'accord. Allô, bonjour. Oui. Allô. Bonjour. Oui, on vous entend. Bonjour, c'est Boumouzona de la société civile mauritanienne, du réseau Conseil des ONG d'appui au développement économique et social et environnemental. Je suis très ravi d'abord d'être parmi vous dans ces discussions qui nous ont permis de s'enrichir de certains débats et de certaines expériences des journalistes. Nous avons un journal qui s'appelle chimsiatenligne.info que je peux toujours vous envoyer l'adresse. Souvent, je reçois l'adresse chimsiat.info qui parle de l'environnement et du développement durable d'une façon générale. En plus, pour ce qui concerne les informations, souvent sont traitées par des gens qui ne sont pas spécialistes dans le domaine. Et ça arrive que l'information elle-même, quand elle n'est pas passée par l'officialisation des ressources, c'est là où il y a actuellement, avec les réseaux sociaux et tout ça, les gens font de n'importe quoi, ils disent de n'importe quoi. Et ça, en réalité, il faut que le monde entier puisse avoir une méthodologie ou une technologie pour pouvoir imposer à ces personnes qui donnent de fausses informations, au moins quand même, de respecter les méthodologies scientifiques et les méthodologies logiques de l'information. Si vous m'autorisez, je peux vous parler de l'expérience de mon pays concernant le COP. Par exemple, le COP-19. Depuis que ce problème est venu au monde entier, nous, notre pays, pourquoi actuellement le degré des personnes qui sont contaminées, d'ailleurs qui ont ce virus,
n'existe pas parmi les Mauritaniens qui sont sur le territoire mauritanien. Mais c'est des gens qui sont venus de l'extérieur, d'autres pays qui ont ce problème. Notre pays a instauré une méthodologie très claire. Ils ont fermé toutes les frontières. Ils ont intégré la société civile d'une façon générale dans la sensibilisation, de respecter les termes qui sont connus par tout le monde, de rester chez soi, de laver les mains, les procédures que vous connaissez tous. À l'aide de ça, encore, notre gouvernement, avec la concertation de la société civile et les personnes ressources et toutes les parties prenantes, ont instauré une méthodologie pour pouvoir aider les personnes vulnérables ou les personnes qui, souvent, leurs travaux leur permettent de gagner la vie par jour. On fait une méthodologie d'appui, un couvre-feu que tout le monde respecte, et même les citoyens, vis-à-vis de la sensibilisation qui a été faite par l'ensemble des parties prenantes, y compris la société civile, les gens ont respecté ces méthodologies. Jusqu'à aujourd'hui, en Mauritanie, elle est parmi les pays, c'est le pays presque de cette planète qui n'a pas eu un problème de contamination sur le territoire. Et les citoyens sont actuellement en sécurité à cause de quoi? La sensibilisation, la formation qui a été faite fur et à mesure sur l'ensemble du territoire, et en plus une commission qui a été faite au niveau de cette composante dangereuse. Je lui demande, attendez-moi une minute s'il vous plaît, peut-être que vous pouvez avoir une expérience de mon pays, je vais partager avec vous. En tant que journaliste et en tant qu'Africain, nous devrons toujours faire l'échange sur l'ensemble des points de vue et entendre les uns et les autres. Et je vous remercie. Apparemment, je vois que vous êtes trop pressés. Donc, je m'arrête là en attendant que j'aurai une autre occasion pour m'exprimer sur le plan de vos interventions qui sont très extraordinaires et qui sont excellentes. Merci beaucoup. Merci. Didier, Thierry, une remarque? Merci, pardon. Merci, monsieur, pour votre contribution. C'est toujours intéressant, en fait, de partager les expériences qu'on a pu avoir dans la gestion de cette crise-là de par le monde, parce que à un moment donné, j'ai trouvé quelque chose qui était un peu loufoque à la télé où on donnait le nombre de personnes confinées dans le monde. Et je me demande bien comment on faisait. Je doute que tout le monde, tous les pays soient dans un confinement strict ou partiel. Mais toujours est-il que je pense que la crise du Covid nous amène à préférer sur tous les plans les solutions locales. Il ne s'agit pas de dupliquer un peu partout les expériences des uns des autres, mais ces expériences peuvent être instructives. Si je fais le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure, notamment quand Thierry donnait davantage d'explications sur son pessimisme par rapport aux réseaux sociaux. Et pour rejoindre, je crois que c'est Alejandro, c'est ça, sur l'expérience en RDC. Petite anecdote, je ne sais pas si c'est vrai, il paraît qu'il y a une femme là-bas qui a eu une révélation et qui a trouvé un cheveu dans la Bible qu'il faudrait mettre dans une bouteille, mettre de l'eau dessus, boire et être guéri du Covid. Hormis le côté qu'on peut trouver un peu farfelu de ce remède-là contre le Covid, je pense que la difficulté dans le traitement de l'information, c'est que si jamais les autorités d'un pays prennent l'initiative de contrôler l'information, je pense que la démarche ou bien la volonté de lutter contre les fausses informations devient contre-productive tout de suite. Parce que quand je fais le lien tout de suite avec le débat qu'il y a en France sur la possibilité d'une loi contre les fake news, jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement n'a jamais su comment définir clairement, avec une acceptabilité citoyenne importante, ce que c'est que ce que sont les fake news. Donc, qui est-ce qui dit la bonne et la fausse information? Il peut y avoir des méthodologies, il peut y avoir des faits vérifiables et tout, mais après, les faits ne suffisent pas à faire l'information. C'est le commentaire, l'analyse qui fait la différence après. Et c'est là où interviennent les manipulations idéologiques, les manipulations frauduleuses, ou toutes les dépressions qui se livrent justement à une guerre de l'information. Et on ne va pas se mentir.
du point de vue politique, on sait ce que les gros mensonges ont causé comme gros dégâts dans les relations internationales, toutes les difficultés qu'il y a actuellement. Je ne vais pas revenir sur, j'ai oublié son nom, le journaliste belge qui dénonçait justement le fait que toute grande guerre est précédée d'un grand mensonge. Et si M. Colin Powell nous entend, il sait un peu de quoi je parle. Et les armes chimiques de Saddam Hussein, on sait ce que cela est devenu. Donc, tout à l'heure, quand je parlais de l'éthique politique, c'est véritablement que même si on peut reconnaître la difficulté pour les citoyens à distinguer le vrai du faux dans l'information, l'essentiel de la responsabilité incombe avant tout aux dirigeants, aux organes de pouvoir, donc la presse, les milieux politiques, économiques, le milieu universitaire d'une certaine manière aussi, parce que justement, l'idéologie, c'est quand même la passion qui essaie de manipuler le plus possible l'idée ou les informations à des fins qui sont bien déterminées. Donc, moi, je salue toutes ces contributions-là et je mets quand même un petit bémol sur le fait qu'il y ait une tentation ou une tentative de contrôle de la parole ou de l'information par les pouvoirs politiques. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions qui se posent? Moi, je voulais plutôt, si vous permettez, poser maintenant au professeur qu'est-ce qu'on doit faire entre la liberté d'expression, entre aussi les soucis de donner la bonne information pour combattre le COVID-19. Comme je vous ai dit, vous parliez de cheveux dans la Bible, il y a beaucoup de médicaments, tout ce qui se raconte, ce n'est pas seulement tout ça, c'est beaucoup de choses. Alors on se dit qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il attaquer ces gens? Faut-il laisser le pouvoir au gouvernement de censurer la presse parce qu'on n'a pas le droit de publier une information sans l'aval des autorités? Finalement, on se dit qu'il y a des questions, le droit de s'exprimer. Le gouvernement n'a pas, on ne sait pas finalement, ça complique à un certain moment, la part aussi de juristes, parce qu'à un certain moment, on comprend que les gens vous fabriquent des trucs, ils vous balancent dans les réseaux sociaux, et on sent que c'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui apprécient ça, c'est vite, on ne sait pas. Thierry? J'ai malheureusement, en raison de la transmission technique, je n'ai pas saisi l'entier de la question ou de la remarque. Jean, est-ce que tu pourrais résumer la question? Enfin, je ne sais pas si Didier, tu as compris. Moi, j'ai compris en fait que ça, disons, ça explicitait ce que j'avais commencé à aborder sur le contrôle de l'information par les pouvoirs publics et sur la crise du Covid. La difficulté, justement, est-ce qu'il faut attendre que le pouvoir politique dise ce qui est vrai, ce qui est faux sur les réseaux sociaux ou se laisser envahir par n'importe quelle information difficile pour le citoyen de s'y retrouver? Bon, c'est vrai qu'à l'égard du registre d'information sur le Covid-19, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire, sinon être très prudent concernant toutes les informations qui nous arrivent à ce sujet-là. Les comparer, parce que chaque gouvernement a son intérêt. En premier lieu, la paix sociale, c'est-à-dire que cette maladie ne provoque pas une panique généralisée, ce qui serait absolument terrible pour n'importe quelle société. Donc, c'est dans les préoccupations de tous les gouvernants maintenant de rendre cette inquiétude la plus sereine possible, en tout cas dans la société. Donc voilà, donc, dans ce cadre-là, tous les gouvernements vont diffuser de l'information et tout autant probablement des propos qui ont plus à voir avec la gestion de la paix sociale et de la propagande plutôt que de la stricte information. Et là, je rejoins peut-être ce qui était dit auparavant, c'est qu'évidemment, le mieux pour qu'on puisse avoir de la bonne information, c'est d'avoir une pluralité de médias dans un pays. Je crois que ça, c'est la chose la plus élémentaire, c'est-à-dire
des opinions différentes, une presse libre, une presse qui a pignon sur rue, une presse qui n'est pas censurée. Et ça, c'est vrai que ça prend beaucoup d'années. Et il faut, quand ce n'est pas si bien instauré dans un pays, que le gouvernement comprenne qu'au final, même s'il est critiqué, même s'il est piqué, même si on révèle des affaires, pour la cohésion sociale et la santé de la population, il a tout intérêt à terme à avoir une presse qui est vive, qui palpite et qui participe au débat. Mais ce préalable-là, aujourd'hui, par rapport au Covid-19, ce n'est pas dans tous les pays que la presse est libre et peut faire de la bonne investigation, puisque certaines autorités s'accaparent le droit à informer de manière juste. Alors déjà, ce n'est pas facile, mais ça s'appelle de l'abus de pouvoir. Et contre ça, malheureusement, l'information, elle ne peut pas toujours grand-chose. Oui. Je peux faire un commentaire sur le... Je voudrais seulement, selon l'intervention du monsieur qui vient de terminer son intervention. Allô? S'il vous plaît, je voudrais seulement, j'ai une remarque sur monsieur Thierry, sur son dernière intervention. Elle est elle est excellente, mais en réalité, c'est concerne, par exemple, le Covid-19. Ce n'est pas n'importe qui peut donner une information et qui peut donner une information réelle. C'est les autorités et la société civile et les personnes ressources, surtout les États, parce que les États suivent ça de près. Ils donnent un bulletin d'information régulièrement de ce qui se passe. Par exemple, quand il y a eu ce problème de virus, normalement, chaque État a fait une constitution de suivi composée de l'ensemble des composantes de la société civile, des journalistes, des ministères et tout ça, pour partager l'information. Et l'information, elle peut être réelle si, par exemple, elle est donnée par le gouvernement. Par exemple, au niveau de la Mauritanie, les gens qui ont été attaqués par ce virus ont été tous dénoncés, ont été tous gardés pendant la période qu'il faut. Les gens qui sont allés en bonne santé sont ressortis. Les gens, malheureusement, qui sont décédés, une seule personne ou deux. Donc, les choses actuellement, au niveau même des populations, des journalistes de la société civile en Mauritanie, même les habitants, chacun regarde si une personne vient de l'extérieur, des pays frontaliers, les gens même le dénoncent. Parce que les gens veulent la sécurité et veulent la paix et savent que ce virus de Covid-19 n'a pas encore trouvé de soins. Le seul soin, c'est de rester chez lui, chez la personne, chez elle, et prendre les mesures que l'Organisation mondiale de la santé a données comme directive. Ça, c'est mon avis en tant que société civile et en tant que aussi personne dans le domaine des journalistes. Mais on préfère que bien, il y a la démocratie, il y a la liberté, il y a toutes sortes d'expressions. Même chez nous, on critique les présidents, on critique les ministres, on critique tout le monde. On insulte même les gens parfois, parce que malheureusement, il y a une démocratie qui dépasse en réalité les termes de démocratie en monde. Mais on ne peut rien, parce que c'est des choses que les gens veulent. Mais en réalité, le fait de donner une fausse information dans un cas, dans ce monde aujourd'hui de coronavirus, qui n'est pas bonne, qui n'est pas réelle, qui n'a pas de source, en réalité, nous ne devrons pas l'encourager. Nous ne devrons pas encore dire aux gens qui peuvent faire de n'importe quoi et dire de n'importe quoi. Ça, c'est mon avis. Je crois que toute personne, quelque chose de logique qui peut, par exemple, perturber la population ou bien faire un système de stabilité des populations elles-mêmes, je crois que nous tous, nous devrons être humanitaires et participer dans ce qui est dans l'intérêt de la citoyenneté et des droits de l'homme et des droits des personnes. Et je vous remercie. Merci. Juste une minute. Je voulais préciser quelque chose par rapport au Covid. Je pense que s'il y a une leçon qu'on peut tirer de cette crise qui n'est pas terminée, c'est une leçon d'humilité pour tout le monde. Et on peut dire d'une certaine manière qu'il y a à ce jour aucune nation qui pourrait être tellement phare qu'elle puisse donner des leçons à l'autre.
Et c'est bien que dès sa première prise de parole, Thierry ait parlé de M. Trump. Et souvent, on a un mélange de loufoque, de ridicule et d'inquiétude quand on l'écoute. Mais en même temps, tous les pays tâtonnent et cherchent des solutions qu'ils sont capables de mettre en place pour juguler cette crise-là. Et je ne vais pas vous rappeler les débats en France sur les masques, les tests, etc., et même les pays voisins. Et à ce jour, il y a aussi pas mal de pays en Afrique qui essaient plein de choses. Et les informations qui nous viennent, je ne sais pas si tout sera concluant, mais en même temps, c'est encourageant de voir qu'à Madagascar, il y a Covid en Afrique, il y a Pivirine au Pénel, ou d'autres méthodologies, en tout cas en matière de traitement de ce virus-là. Donc, je suis à la fois confiant et je pense que du point de vue planétaire, il y a quand même quelque chose de bien qu'on peut tirer de cette crise-là, même si on salue la mémoire de tous ceux qui sont décédés et qu'on est du côté de ceux qui souffrent encore. J'ai aussi une question. Oui, peut-être. Je pense la dernière. Oui, merci. Okay. C'est Myriam, je suis citoyenne du Monde. J'ai juste une question à vous poser. Que dites-vous des réseaux sociaux qui prennent la théorie complotiste sur le Covid-19? Parce qu'en France, nous avons assisté aux informations contradictoires par les autorités gouvernementales. Merci. Thierry? Les théories complotistes, faut juste savoir les identifier et après chacun l'évalue selon ses critères de valeur. On en fait tout un cas. Je pense que les accusations de complotisme ont toujours existé. Ça fait partie des intrigues, des croyances. Et je crois que ça fait depuis longtemps partie de la société. Maintenant, c'est la question qui est préoccupante, c'est vrai, c'est l'impact. Mais précisément, si on donne les outils aux citoyens pour avoir du discernement concernant sa consommation d'informations, le complotisme, ça ne devrait pas trop nous inquiéter parce que chacun, en fin de compte, a son libre arbitre et peut évaluer correctement ce qui est de l'ordre du délire, de ce qui serait de l'ordre du pertinent. Donc, effectivement, là, il faut savoir raison garder et toujours avoir à l'esprit que les réseaux sociaux, aujourd'hui, l'imbécile du quartier a la même audience que le prix Nobel. Et c'est Umberto Eco qui disait ça, c'est pas moi. Et que il faut toujours avoir ça à l'esprit, donc s'en méfier. Il faut s'en méfier comme on se méfie de n'importe quel journal. En fin de compte, on l'évalue, on le passe à travers le filtre de notre esprit critique et ça, c'est valable pour tout. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça que ça marche le mieux. Complotisme, disons, allons au fond de la question. C'est-à-dire que les prises de parole des dirigeants, notamment français, américains et des autorités chinoises par rapport au fameux laboratoire P4 de Wuhan. Et je sais que c'est ça qui est surtout au cœur du complotisme qu'on peut dénoncer par rapport au Covid. Et ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint quelque peu ce qu'on a émis comme idée au début de cet échange, c'est que tout part de quelques éléments factuels. Et après, on fait de la broderie autour, mais le complotisme, quelquefois, ce n'est plus juste de la broderie, c'est qu'on change totalement l'étoffe. C'est-à-dire qu'on coud un autre habit pour soit de la manipulation ou de la malveillance, ou même des guerres d'influence en grande puissance. Ça, il faut le dire. Parce que l'histoire, quand même, nous apprend que c'est la France qui a accompli la construction du laboratoire P4 à Wuhan. Et pour les Lyonnais, on connaît l'engagement en matière de médecine du professeur Alain Mérieux à Lyon.
Et, et par rapport à ça, on sait qu'il y a longtemps que pas mal de puissances se positionnent sur, disons, la puissance biologique ou les guerres bactériologiques et tout ça. Donc, moi, je pense que la difficulté, c'est que il y a des éléments qui sont vrais, mais l'appréciation du citoyen devient très compliquée quand, autour de ces éléments factuels, on associe d'autres faits qui relèvent soit d'affabulation ou juste de malveillance ou de guerre de tranchées tout simplement. Donc, moi, je pense que dans la crise actuelle, l'élément essentiel, c'est quelles sont les mesures qu'on prend pour limiter le nombre de contaminations et de morts possibles, quoi. Après, on aura d'autres débats géopolitiques et je le répète encore, c'est que la crise nous apprend l'humilité. D'accord. Alors, je propose peut-être d'en rester là. Je vous remercie très chaleureusement tous, spécialement Thierry et Didier pour leur info intéressante, et d'autre part également les membres journalistes qui sont dans le réseau d'Africa 21, spécialisés en matière de développement durable. Voilà, une petite adresse pour eux. Prochainement, donc, nous tiendrons une conférence de cette nature sur un regard croisé entre la gestion de la crise du Covid-19 en France et au Cameroun. La date sera communiquée prochainement. Voilà, donc je vous remercie bien et je pense effectivement que ce sujet des fake news gagnera malheureusement encore en acuité et qu'une réponse urgente est apportée de la part des gouvernements. Merci à tous. Merci à vous, merci pour Merci. Merci à vous tous. Merci à vous tous. On vous remercie. Merci. Nous sommes très ravis d'être parmi vous. Merci. Sympa. On est bon? Alors, je te propose. Ouais.